Je m'appelle Christophe Thibault, je travaille chez Octo Technologies, je fais partie de la tribu Craft, dont la vocation est d'aider nos clients à améliorer leurs pratiques de dev. Et dans ce talk, je vais m'intéresser à la notion de dette technique. Oups. Ici. Voilà, vérifiez que vous êtes à l'endroit où vous voulez être. J'ai fait quelques spoilers. J'aimerais enlever cette... attendez. Excusez-moi. J'ai un incident avec ça. Voilà. Ok. Donc voilà les spoilers. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette présentation, mais sans assister à la présentation, voilà ce que je vais dire pendant la présentation. Je vais vous laisser le temps d'intégrer ces spoilers. Si vous n'êtes pas d'accord, je respecte votre opinion, mais on ne pourra pas en discuter, sauf peut-être aux questions ou à la bière, ou demain. Ok. Alors, j'ai besoin, pour commencer, alors je m'excuse par avance, cette présentation va contenir beaucoup de texte. J'ai assez peu d'illustrations qui résumeraient les idées que je mets dans le texte. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais en tout cas, il y a du texte et je suis conscient de l'après-midi qui passe. Donc voilà, il va falloir faire avec. Je suis désolé à l'avance. Je vais commencer, comme c'est une présentation qu'on est en France, on va commencer par des définitions. Je vais donner deux définitions. Celle-ci qui est un procédé. Qu'est-ce que c'est qu'un procédé? Alors c'est facile, on est entouré de procédés. Tout ce qui est fait par des humains, ingénieurs ou non, relève du procédé. Okay. Donc c'est une méthode utilisée dans un contexte donné, sans garantie de résultat, pouvant contredire même d'autres procédés, qui permettent de réduire le temps de recherche d'une solution, et dont l'acceptation dépend du contexte d'utilisation et non d'un standard absolu. Par exemple, j'ai découvert un procédé dans les toilettes. Le loquet de la porte des toilettes n'est pas une espèce de truc circulaire, c'est un petit levier. Il m'a fallu 3 secondes pour comprendre ce que signifiait la position des leviers. C'est un procédé comme un autre pour résoudre le problème, fermer la porte des toilettes d'une manière pratique, rapide. Donc voilà ce que c'est un procédé. Cette définition nous est donnée par Billy Cohn, qui est le doyen d'une fac aux États-Unis, qui a beaucoup écrit sur l'ingénierie et qui a écrit un livre de philosophie sur l'ingénierie que je vous recommande, qui s'appelle Discussion of the Method, exactement comme le livre de Descartes, Discussion de la méthode, dans lequel il parle des ce qu'on en anglais ou en mauvais français on appellerait des heuristiques, c'est-à-dire des procédés heuristiques. Donc, un procédé, c'est ma traduction de heuristic. Okay. Et le state of the art, ou SOTA, Kuhn parle de SOTA, c'est l'ensemble des méthodes heuristiques qu'un ingénieur, qu'un groupe d'humains, qu'une personne qui essaye de résoudre un problème à un moment donné a à sa disposition. D'accord? Alors, les mots importants ici sont, pour les procédés, le contexte qui est donné, dans lequel on utilise le procédé. D'accord? Et bien se rappeler, dans tout problème d'ingénierie, mais même dans tout problème humain, en fait, on est face à un problème imparfaitement compris, dans une situation incertaine, et qu'on va essayer de résoudre à l'aide de ressources limitées. Et si votre projet en cours n'est pas comme ça, alors il faut que je vous interviewe sur votre projet. OK? Donc, étant donné ces deux définitions, procédé et SOTA, état de l'art, un ensemble de procédés à un moment donné, je vais vous donner un exemple. Qui d'entre vous utilise, quand il écrit ou elle écrit à la main, l'écriture cursive? D'accord, ok. Quelques personnes. Les autres, vous utilisez une écriture script ou une autre forme d'écriture? Il y en a qui n'écrivent plus à la main. Ok.
Donc l'écriture cursive, elle a certaines caractéristiques. Elle a été longtemps enseignée, et je crois qu'elle l'est toujours à l'école. Il y a des discussions pour savoir si on devrait continuer à l'enseigner. Certains enseignants lui trouvent un intérêt pédagogique. Je pense que l'intérêt est purement pédagogique, parce que du point de vue du procédé, l'écriture cursive répond à des contraintes particulières. Vous voyez lesquelles? On écrivait de manière cursive avec une plume qu'on trempait dans l'encre, d'accord? Et donc quand on trempe une plume dans l'encre pour tracer des lettres, on veut éviter autant que possible d'avoir à lever la plume pour pour tracer une autre lettre, parce que ça crée toutes sortes d'accidents comme des taches, etc. Et donc on prend de l'encre et on essaye de faire une longue écriture avec l'encre qu'on a pris dans la plume. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la plume, c'est le contexte technique du procédé technique, heuristique, cursive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Vous pouvez prendre n'importe quoi d'humain autour de vous, la recette des crêpes, les rites qu'il faut donner, c'est un exemple de Billiken, qu'il faut donner à un mort quand on le met en terre. Tout ce qu'entreprend un humain pour résoudre un problème tient du procédé heuristique. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris à l'écriture. Voilà un exemple que je vais prendre à notre technologie favorite. Donc ça, c'est le début d'un programme en C qui est un exemple d'utilisation de création d'un dictionnaire à l'aide de listes chaînées, d'une structure de listes chaînées et de clés de hachage. Vous voyez à peu près comment on fait. On a une liste chaînée pour stocker les éléments de la liste. Et puis, on va avoir une clé de hachage pour essayer d'avoir un accès plus rapide qu'un accès séquentiel à ces éléments, de manière à faire un dictionnaire associatif dans lequel on associe une clé et une valeur. Donc ça représente un procédé qui était probablement parmi le top du top en 82 en C. Okay. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un dictionnaire, ou depuis au moins 2002, vous prenez Ruby, par exemple, il a les dictionnaires built-in. Donc il a les mêmes procédés, mais simplement, ça ne vous demande pas 3 ou 4 jours de développement et de vérification. Vous mettez en œuvre le dictionnaire. Et on utilise des dictionnaires sans savoir ce que c'est qu'une liste chaînée ou une clé de hachage. D'accord ? Est-ce que vous auriez, a priori, comme ça, l'idée de dire que ce morceau de code qui représente le top du top en 82 est endetté techniquement? Non. Pardon? Si ça se trouve, il est utilisé par la fonction Ruby. Peut-être que Matt s'est dit « Cool, j'ai du code open source C pour faire des listes chaînées, je vais utiliser celui-là. Je vais le vérifier aussi. » Est-ce que ce code-là est endetté techniquement? Non, on pourrait critiquer le choix d'exemple, mais bon, OK. Ça dépend un peu de comment vous définissez cette technique. Exactement. Donc, effectivement, si je considère le contexte, 1982, du code C, il n'y a pas de dette technique dans cette solution-là. À un moment donné, elle représente la meilleure réponse à un problème qui s'est posé à des informaticiens. OK. Je vais vous donner donc la définition de dette technique qu'on doit à Ward Cunningham. C'est un procédé, donc maintenant on sait utiliser le terme procédé, donc heuristic. Un procédé qui consiste à contrevenir temporairement à l'état de l'art d'un projet en cours afin de réaliser un objectif intermédiaire prioritaire. OK ? Donc je crois que l'exemple que Ward disait, on veut faire la démo au salon Oupsla d'ici la fin du mois, on va hacker le moteur de machin, là, je sais pas, de représentation géométrique qu'on voulait utiliser, on fera le vrai moteur après. Autrement dit, c'est un emprunt, d'accord, court. On connaît tous ça, on le fait. Les équipes agiles le font, elles ont tout intérêt à le faire d'ailleurs, parce que c'est comme ça, par exemple, qu'elles réussissent une démo qui est convaincante. Et ensuite, elles reviennent sur l'état de l'art qu'elles ont décidé. D'accord ? Donc, typiquement, l'exemple que je donne, voilà, on a fait la démo avec des fichiers CSV, c'est un peu bidon, c'est un peu comme ça, refait au sparadrap, mais ça a fait la démo. Le sponsor, qui est le directeur du marketing, a assisté à la démo, il a fait ça. Et notre projet est fondé jusqu'à dans 3 mois. Cool. Donc, vous voyez la démarche. Elle est assez simple. On viole un peu notre état de l'art, temporairement, sachant qu'on va ensuite remettre les choses en l'état. Okay ? Ça, c'est la définition 1 de dette technique. La définition 2 de dette technique,
Si j'essaie de la résumer dans une définition, chaque mot compte, je dirais c'est l'état général d'une solution jugée non conforme à l'état de l'art minimal communément admis dans l'industrie du logiciel. Vous avez tous entendu l'expression « Ah ouais, non mais il y a de la dette technique dans ce code. Je suis arrivé sur un projet, on fait une reprise pour de la maintenance en conditions opérationnelles, mais tu verrais le niveau de dette technique. Ça vous est arrivé? Vous avez entendu cette expression dans cet usage? Ouais. OK. Donc en gros, il y a deux usages. OK? Ici, on va hacker un truc, mais c'est temporaire, c'est de la dette technique, t'inquiète, on sait ce qu'on fait. Et puis, waouh, le niveau de dette technique dans cette appli, c'est un gros legacy, c'est horrible. OK? Donc les mots importants ici sont temporairement et intermédiaires pour la première définition. Et pour la deuxième, ce que je souligne, c'est que cette définition, elle est très vague, en fait. D'accord? Finalement, on dit, ouais, il y a de la dette technique. Tu me dis, ma solution, elle a de la dette technique, mais encore, qu'est-ce que ça signifie? D'accord? Donc, si j'essaie de schématiser avec notre vocabulaire de procédés et d'état de l'art, heuristique, SOTA, dans le premier exemple de dette technique, vous avez le SOTA du projet, l'état de l'art avec l'ensemble de ces procédés. Il peut changer, il peut évoluer, on apprend, sprint après sprint. Et puis à un moment, l'équipe dit, tu sais quoi, on ne va pas vraiment faire de la bonne architecture là, pour ce module-là, donc c'est le sprint 2. On va sortir ce principe-là, hein. On ne va pas faire ça en mode propre, parce que la démo c'est vendredi et on veut vraiment réussir un truc, mais on se remettra bien dans notre état de l'art après. On repérera la dette technique. Okay? Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Dans le deuxième cas, en fait, les heuristiques qu'on s'était peut-être données comme programme au départ dans notre état de l'art, elles sautent les unes après les autres. D'accord? Et finalement, on arrive avec une solution que d'autres, que nous, parce qu'en général, si on fait nous, c'est pas délibéré, enfin, j'espère, jugeraient comme ni fait ni à faire. Je dirais, ce code est couvert de dette technique, il est endetté techniquement. Donc finalement, la question qui est posée, c'est quels étaient les heuristiques de départ du projet, dans quel état de l'art on définissait cette solution dont on juge qu'elle a de la dette technique. D'accord? Alors l'expression dette technique, je proposais à mes collègues de remplacer l'expression ce code est endetté techniquement par ce code s'appuie sur des procédés en conflit, une définition que je vais clarifier tout à l'heure. Et mes collègues me disent, oh non mais attends, procédé en conflit, ça fait un peu bizarre. Et je leur dis, vous auriez dû voir la tête de mes clients quand je leur disais dette technique il y a 15 ans. Ça faisait bizarre, tout pareil. Donc ça ne me gêne pas vraiment. Par contre, il y a trois choses qui me chiffonnent un peu avec la dette technique depuis, on va dire, une dizaine d'années qu'elle est utilisée partout. Et je travaille dans une boîte de conseil, donc je pourrais vous dire à quel point on sait l'utiliser pour proposer à nos clients des solutions. Et donc, je vais faire une sous-présentation de ma présentation qui est 3 idées sottes à propos de la dette technique, au sens 2. Je ne parle pas du procédé que Cunningham a formulé, qui me va très bien et qui est indispensable à tout projet vivant. La première idée, la première erreur, c'est qu'on peut mesurer la dette technique. Alors, non seulement on croit qu'on peut la mesurer, mais en plus, on se dit qu'on devrait la mesurer. Et c'est un peu comme les fruits les plus faciles à attraper dans l'arbre. On se dit, si on peut le mesurer, c'est qu'on doit le mesurer. Et si on doit le mesurer, c'est qu'on doit le gérer. Vous voyez où on va là? Ça commence à devenir un peu gênant. Alors, moi, j'aime bien cette métaphore des échecs pour la dette technique, parce que je dis, la dette technique au sens 1 de Cunningham, c'est comme si vous jouez aux échecs, vous savez ce que c'est un gambit? Vous faites un sacrifice temporaire, vous donnez votre dame, là, au milieu de l'échiquier. Et si l'adversaire la prend et vous met dans une position de supériorité, vous allez gagner la partie. Ça s'appelle un gambit, c'est-à-dire, je fais un sacrifice temporaire qui va aider ma position, mon initiative, mon avantage, en fin de compte, aux échecs. D'accord? Donc, pour moi, la dette technique au sens 1, c'est comme faire un gambit. Et la dette technique au sens 2, c'est comme perdre toutes ces pièces sans comprendre ce qui nous arrive. Et donc, il y a des gens dans notre industrie qui ont dit la dette technique, c'est un phénomène réel, parce que les développeurs, ils nous en parlent, et puis tout le monde nous en parle. Il faut bien... en plus, dette, ça a quelque chose de financier, donc il va peut-être falloir commencer à mesurer ça. Et donc, les gens mesurent la dette technique dans leur projet, et ils font exactement ce que fait ce détective. Ils comptent les pièces qui sont dans la boîte. Question, si vous jouez aux échecs, est-ce que vous avez un intérêt, un avantage stratégique à compter, à suivre le nombre de pièces qu'il y a dans la boîte? Les pièces dans la boîte sont les pièces qui ont été sorties de l'échiquier.
Est-ce que ça vous renseigne sur la stratégie qui est en cours? S'il y a eu quelques gambis, ça ne vous renseigne même pas sur l'état d'avantage d'un des joueurs. On est d'accord? Mais on peut le mesurer. Alors on peut le mesurer, et encore ça se discute. On pourrait mesurer la complexité cyclomatique. Ce mot est devenu populaire à un point... Moi, je redoutais de l'utiliser dans le temps, parce que j'avais lu quelques essais un peu théoriques sur la complexité cyclomatique, et j'avais peur qu'on me dise chez mes clients, ne dis pas de gros mots comme ça, c'est mal poli. On peut mesurer la complexité cyclomatique, on peut mesurer la couverture de test. Aucune personne censée dans notre industrie appellera une chose la couverture de test. On parlera de la couverture de branche, on parlera de la couverture de cas, on parlera d'autres choses, mais on ne dira pas la couverture des tests. Mais on sait la mesurer. Il y a même des outils pour ça qui vous calculent des variables. Et les variables s'appellent parce qu'on peut indexer les gens sur des variables et leur dire « t'as fait un bon boulot » ou « t'as pas fait un bon boulot ». Le niveau de dette technique est bien trop élevé ou bien le niveau de dette technique est paisible. À mon avis, ça, c'est une erreur. Si vous apprenez à jouer aux échecs en comptant les pièces qui tombent dans la boîte, vous n'allez pas devenir un grand maître aux échecs. La deuxième idée sotte, c'est qu'on peut chiffrer la dette technique. Donc ça, c'est encore plus terrible, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit au bout d'un certain temps, quand j'avais découvert la métaphore de Warren, je me disais, ah oui, c'est rigolo, il y a des gens qui vont se dire, ah oui, mais c'est de l'argent finalement, c'est des dollars. Et puis finalement, en 10 ans sur Internet, je me suis dit, ah oui, mais ils ont osé quand même. Il y a même des outils qui sortent qui vous chiffrent la dette technique en dollars, donc c'est convertible en euros. Et donc vous savez ce que vous devez, quoi. Alors, la question, c'est qui doit à qui, ça, on ne sait pas trop. C'est là où le concept de dette, à mon avis, fait long feu. C'est-à-dire, on pourrait dire que la dette technique, c'est de l'argent, comme on dit, mais tout est de l'argent, en fait. D'ailleurs, ça commence à venir. On va commencer de parler de dette de design, de dette de management, de dette d'empathie, de dette de communication. Et à partir du moment où on sait l'accumuler avec une addition et qu'on sait mettre un dollar ou un euro devant, on se rassure, en fait, d'accord? Quel est le coût estimé de la dette de confrontation? C'est-à-dire, vous savez, dans une entreprise, quand on ne se confronte pas assez et qu'on prend des mauvaises décisions à cause de ça, ou de la dette d'empathie, ou de la dette de convivialité, on pourrait chiffrer ça aussi. Il suffit de s'inventer une méthode de mesure, donc forcément réductrice, parce que pour mesurer, en bon scientifique, on sait que pour mesurer, il faut réduire. Et là, on réduit, on dit « Oh bah oui, probablement, ça veut dire quelque chose ». Donc là, il y a un gars qui a affirmé dans un magazine sur Internet, qui est un magazine technologique, hein, qui dit, en fait, le coût de la dette technique totale dans le monde, aux USA, pardon, c'est 300 milliards de dollars par an. Pourquoi? Parce qu'il y a de la dette technique et que les développeurs consacrent leur temps à maintenir des systèmes legacy, définition de legacy non donnée, ou à traiter avec les ramifications du mauvais logiciel, définition de mauvais non donné également. Okay? Donc la dette technique, c'est devenu, comme les anglo-saxons diraient, a thing. C'est devenu un phénomène, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, ma crainte, c'était que ce soit vraiment incompréhensible pour les product owners à qui je m'adressais à propos de cette problématique. Là, c'est plus une crainte du tout. Tout le monde le sait. Ce qui est aussi une bonne chose, dans un sens. La troisième erreur, c'est de dire la dette technique, c'est inéluctable. Vous avez une équipe de développeurs, et ils vont produire du logiciel et de la dette technique à côté. D'accord? Donc c'est vrai que si on sort une solution de son contexte, par exemple, quelqu'un me dit « Prends ce module en C écrit en 82 et serre-t'en pour adresser mon problème de dictionnaire de données dans ma nouvelle appli qui fait mouf-mouf sur Internet. » Je vais lui dire « J'ai un problème de dette technique, potentiellement, parce que je réutilise un système qui marchait dans un contexte où je ne suis pas du tout sûr que ça va marcher. » Donc c'est vrai que si on écrit un programme pour répondre au problème A et qu'on essaye de mettre le programme dans une solution pour A', on va avoir un problème de dette technique. OK? Il est vrai aussi que si on est pressurisé pour faire vite dans un projet, on va bypasser les revues, on va bypasser les tests, on va faire de la mauvaise qualité et on pourrait dire, bah oui, la mauvaise qualité du code, elle augmente. Et comme on est de plus en plus dans les urgences puisqu'on a des bugs à cause de la mauvaise qualité de notre code, on a de moins en moins de temps pour faire les mesures structurantes qui nous amèneraient de la meilleure qualité, et on a un cercle vicieux, de la même manière qu'on pourrait avoir un cercle vertueux, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que ce n'est pas inéluctable. Et ce qu'on commence à voir, c'est que
Disons, ce qui pour moi est totalement faux, c'est qu'on commence à voir la dette technique comme une externalité du fait d'écrire du logiciel. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une sorte de pollution. C'est faux, c'est pas vrai. Dans aucun domaine d'ingénierie, vous pourriez dire, les ingénieurs résolvent ce problème. Alors, ils résolvent ce problème de, je ne sais pas moi, faire des voitures rapides, mais ils ont une externalité, c'est qu'elles polluent, enfin, ok. Mais vous ne pourriez pas dire, les ingénieurs résolvent ce problème, et dans leur solution du problème, ils se créent des nouveaux problèmes à eux-mêmes. Non, quand ils résolvent un problème, ils arrivent à vendre un produit, et le produit fonctionne. C'est pas génial, c'est pas parfait, mais ça fonctionne bon an, mal an. Il n'y a pas ce phénomène de décrépitude organisée, inéluctable. Eh bien, dans le code, on dit que si. Donc, en fait, ce qu'on nous a présenté, et quand je dis on, je m'inclus dedans, parce que je suis moi-même consultant, donc j'ai fait ça. Le problème, donc c'est quoi ce problème, la dette technique? C'est quoi? C'est la manifestation de la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire vous voulez garder de l'ordre dans un système, il faut y mettre de l'énergie, ok, pourquoi pas? Ça va pas nous aider ça va pas vraiment nous aider, cette définition-là. Opérationnellement, philosophiquement, scientifiquement, c'est intéressant, mais opérationnellement, ça mène à rien. C'est de la mauvaise qualité. Alors, si on ajoute de la mauvaise qualité interne, c'est-à-dire propre au code, là, j'achète, mais il va falloir définir qualité dans un contexte et pas hors contexte. C'est une contrainte supplémentaire dans la recherche d'une solution. Bah oui, parce que maintenant, on a l'incertitude du problème, le problème qu'on ne connaît pas bien, la situation incertaine, les ressources qui sont toujours aussi limitées, mais on a un truc en plus, c'est qu'il faut gérer la dette technique. Et en fait, ma dernière hypothèse, c'est que ça devient un raccourci commode, ce que j'appellerais un cache-sexe, pour parler d'un problème ou d'une quantité de problèmes d'une manière qui soit comme une élision. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, il y a beaucoup de dette technique dans cette solution. OK. Donc, si vous dites, et c'est pour ça que dans mes spoiler alerts, je disais, tout ce qui parle lean, agile, en vous, résiste à l'idée de gérer la dette technique, parce que ça veut dire, ah oui, on a beaucoup de problèmes dans cette solution, vous savez ce qu'on va faire? On va dire, to do, résoudre ce problème de dette technique, et dans un mois, ou dans 2 semaines, ou dans 6 mois, ou dans 3 ans, quand le client dira, ah oui, la dette technique, au fait, on aura une pile de dette technique à désendetter. Est-ce que je veux dire? Je pense qu'après ma presse, vous devrez être d'accord avec moi que désendetter est un gros mot dans notre métier. La solution de ce problème, c'est financiariser le truc afin de le gérer. Hein, tout ça, c'est des euros, donc il va falloir le gérer. Je pense qu'on va bientôt trouver des postes de gestionnaire de la dette technique de l'équipe. Plus grave, on ajoute un flux entrant dans le système de production. En Agile, on a déjà un problème avec ça. Vous êtes d'accord? On a souvent 2 flux entrants. On a les stories et les bugs. Et on a 2 flux entrants. Et on peut le résoudre de diverses manières. On peut nommer des gens, ils vont dans la soute aux bugs pendant 3 semaines. Quand ils en ont assez chié, ils reviennent et puis ils refont des stories. On peut dire à son PO, un bug, c'est une sorte de story finalement, c'est que c'était pas complet, et puis finalement tu peux prioriser, parce que tu as des bugs dont tu te fous, que nous on voudrait prioriser, donc c'est toujours à toi de prioriser, on fait qu'un seul flux, ça marcherait mieux. Mais si on met dette technique, vous savez les tickets violets, désendettés, qui s'accumulent sur votre Kanban, donc on a un flux de plus, et ça c'est un problème, parce qu'on a déjà du mal à faire de l'agile avec un seul flux, c'est déjà super difficile. Hein. Alors on peut acheter et vendre des outils miraculeux qui surveillent j'allais dire la couverture cyclomatique, mais vous m'avez compris. Et aussi, on peut faire la morale aux développeurs. Parce que cette dette technique-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, je pourrais avoir un débat avec mes collègues qui disent « Ouais, non, tu dis, tu dois de l'argent à personne quand tu es endetté techniquement. » Est-ce que vous connaissez des développeurs qui sont ponctionnés sur leur salaire à cause de la dette technique? Vous en connaissez? Vous connaissez des développeurs qui payent la non-qualité de leur projet, sauf les start-upers qui se plantent avec leur projet de mauvaise qualité? Non. Et j'allais dire, dans une entreprise où la dette technique s'élève à, je sais pas moi, 3 millions d'euros, qui est responsable de 3 millions d'euros de perte dans une entreprise? Le gars qui a le droit de signer un chèque de 3 millions d'euros, au final. D'accord. Donc tout ça, c'est systémique, c'est pas l'affaire des développeurs. D'accord. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup moins dans le mouvement Craft, c'est qu'on est beaucoup sur la morale aux développeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un développeur professionnel? Un développeur professionnel, c'est quelqu'un qui va dire « Je ne livrerai pas de la merde, même quelle que soit la pression, quelle que soit l'organisation du système, je ne livrerai pas de la merde. » Et bien des fois, dans certaines organisations, si tu livreras de la merde.
Parce que tu es dans un système et tu choisis tes batailles et tu prends celle que tu peux gagner et tu ne pouvais pas gagner celle-là. Donc, les développeurs ne doivent rien à personne avec la dette technique et surtout, ils ne doivent rien à leur conscience professionnelle. Et j'espère que les quelques exemples de conflits qui sont à la base de dette technique vous montreront que c'est le cas. Je ne dis pas qu'on est dans le monde des bisounours et que tous les développeurs et les développeuses sont d'excellentes personnes qui sont au top de leur top. Ça serait idiot de dire ça. Par contre, je dis, affirmer qu'il y a un problème de dette technique parce que les développeurs font du mauvais code, c'est un peu léger comme info news. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne conduit à aucune solution, à part, il faut vraiment que les développeurs s'améliorent. Alors, le fait que j'ai signé le forfait, moi, manager, pour 60% du prix que me demandait, du budget que me demandaient les développeurs, n'entre pas du tout en ligne de compte dans ce problème. Il faut que les développeurs s'améliorent. Il faut qu'ils prennent sur eux-mêmes de mieux apprendre afin de moins faire de dette technique. Donc moi, je vous propose un modèle alternatif, un nouveau modèle. Comme je disais, j'essaie de le faire valoir grâce à ma première définition, tous nos procédés tirent leur valeur du contexte. Si je suis en 82 et que j'ai le langage C, qui est le top du top de la technologie pour écrire des applis sur Mini ou sur Micro, eh bien, je fais ça. Et donc, mon contexte valide mon procédé. D'accord ? Quand on dit « Ah, ce système a de la dette technique, c'est un gros legacy qui pue et qui est plein de copier-coller », on se réfère à un contexte qu'on a, nous, dans notre tête, mais qu'on ne dit pas, en fait. D'accord ? Vous voyez tous ces tweets passer If you blablabla, you're doing it wrong ». Vous voyez ce que je veux dire ? Twitter est le véhicule vraiment idéal pour faire ça, pour dire je ne vais pas vous parler de mon contexte, je ne vais pas vous parler de votre contexte, je ne vais pas détailler les procédés, mais je vais vous dire si tu as copié 2 fois, ou si tu utilises un goto, ou si tu utilises un singleton, tu as de la dette technique. C'est bien pour faire le kéké, mais pour faire un travail d'ingénieur, ça ne marche pas. Et donc le troisième point, c'est que si on veut changer l'état des choses, parce que c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est pas tellement de quantifier, de mesurer, de voir qui doit de l'argent à qui dans cette histoire, mais de savoir ce qu'on peut faire par rapport à une situation dans laquelle on dit « Ah, il y a de la dette technique, c'est quand même un réel problème ». Pour moi, l'idée, c'est de, si on veut changer l'état des choses, c'est qu'il faut travailler sur le contexte dans lequel on est. Okay ? Or, quand on dit « Ah, bah, sur ce projet, tout va bien, mais il y a un peu de dette technique, on va gérer la dette technique », c'est comme si vous disiez « Alors, il y a plein de petites batailles techniques là, alors ce que je vais faire, je vais prendre mon effaceur là, je vais les effacer, je vais dire… Là, il y a 3000, on est déjà à 3 000 € de dette technique, et il faudrait quelqu'un pour gérer la dette technique. Qui s'y colle ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on parle de dette technique, on est complètement dans le sujet de tous les jours. On est dans le code, on n'est pas dans gérer une variable. Donc, je reviens sur l'ancienne définition de état général d'une solution jugée non conforme à l'état de l'art minimal communément admis dans l'industrie du logiciel. Quand vous dites « Ah, cette solution est pleine de dette technique », il y en a pour au moins, je ne sais pas moi, 150 000 €, vous êtes dans cette définition de. Okay. Et ma nouvelle définition, c'est état d'une solution reposant sur des procédés en conflit. Alors, il y a plein de sortes de conflits. Par exemple, si je reprends mon exemple, j'ai du code C de 1982 qui est cool pour faire des listes chaînées et des clés de hachage. Et je dis, essaye d'utiliser ce code en JavaScript. Cette décision est techniquement idiote. J'ai un conflit, j'ai l'état des choses dans l'écosystème dans lequel je développe aujourd'hui et l'état des choses qui était le contexte de la création de ce logiciel. Si j'essaye de remettre les deux ensemble, je vais souffrir. D'accord ? Et mon collègue va me dire, au bout d'une demi-journée, au bout de 2 heures, si on binôme et que j'ai un peu de chance, il va me dire « Pourquoi tu ne prends pas Ruby ? Ils ont des dictionnaires tout faits. » D'accord ? Donc, il y a toutes sortes de conflits. Alors, j'en donne des exemples un peu détaillés, j'en donne seulement 3. Le premier exemple, je l'emprunte. Vous connaissez Makefile, qui sont les gens âgés dans cette noble assemblée. Makefile. Donc, Makefile, c'est très pratique, parce que ça permet de déclencher des recettes, en fait, à partir d'événements de date sur des fichiers. Quand un fichier est plus récent que sa cible, hop, on lance la recette pour la cible. Et on a une petite notule dans le manuel de Makefile, c'est « Attention, une recette doit toujours commencer par un tab ». Je ne sais pas si vous êtes sensible à la guerre des tabs et des espaces, mais au bout d'un moment, toujours commencer par un tab, ça devient pénible. Okay ? Et on a demandé au gars qui a créé Makefile à l'époque, pourquoi il avait fait ça.
Donc il a dit, ah ouais, c'était cool, c'est le paragraphe en jaune que je vais vous résumer. C'était cool, j'utilisais Yak et Lex, les deux premiers outils que j'ai utilisés dès que j'avais un système Unix sous la main. J'utilisais Lex et Yak, et puis j'ai utilisé ça pour faire Makefile et compiler le parseur du Makefile. Et puis j'étais obsédé avec New Line Tab, quoi. C'était vraiment le pattern qui me permettait de reconnaître, c'était rapide, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, ah, c'est quand même une erreur, je pense que je vais peut-être revenir en arrière, je vais peut-être tolérer plusieurs espaces au lieu d'un tab. Et donc je suis allé voir ma base active de 8 ou 10 utilisateurs, et puis je me suis dit, oh, c'est trop tard, maintenant j'ai une base active, je ne peux pas leur faire ça. Donc vous avez deux procédés en conflit dans cette histoire. Vous avez le premier, c'est l'amélioration continue. Le gars découvre les expressions régulières, découvre comment parser des grammaires, il est foufou dans son monde Unix, Yak et Lex, et il est en train de faire Make, qui est quand même un outil historique. Et à un moment, il y a un autre procédé qui s'appelle la rétrocompatibilité, qui est le fait de s'assurer que les solutions qui fonctionnent avec la version précédente continuent de fonctionner avec la version suivante. Et là, il se dit, et c'est là que sa variable était peut-être critiquable, il se dit, ah, j'ai déjà 15 utilisateurs, je vais quand même pas leur demander de changer ça, quoi. OK ? Et donc, c'est resté en conflit. Et un des résultats, c'est que Make, c'est un peu pénible à utiliser à cause de ça. Un autre exemple, vous avez un client, alors ça, j'ai posé la question, on l'a eu pour des missions Octo, je vais voir des clients qui les ont aussi avec leur product owner ou leur product manager. Le client commence par dire, on va faire un proof of concept. Proof of concept, c'est un procédé qui consiste à mettre en place une technologie dans un environnement où d'autres critères de réussite de la solution ne sont pas importants, comme les performances, la robustesse, la fiabilité, la sécurité, etc. On fait le proof of concept de, je ne sais pas moi, un nouveau framework de gestion de base de données, où on fait un proof of concept d'un certain design, et on néglige tout le reste. D'accord ? On veut voir si dans cette configuration minimale, notre concept marche. D'accord ? Vous prenez une archi, vous la mettez dans du code le plus vite possible et vous regardez ce que ça donne. C'est un proof of concept. Vous êtes d'accord avec cette définition de ce procédé ? OK. Et là, le client, il obtient son proof of concept, conclusion, slide, démo du proof of concept. Et là, le client dit, génial, je vous garde, vous allez me le mettre en production. Et donc là, les gens qui sont un peu experts disent, non, de démission quand même, hein, des gens qui disent, tu fais ça, je m'en vais du projet. Okay. Et donc là, le client, il vient de switcher explicitement, hein, c'est pour ça que j'appelle ça un remplacement explicite de procédé, il vient de switcher sur un procédé qui a été connu parce qu'il a fait la célébrité de Facebook, qui est Move Fast and Break Things. D'accord ? C'est, tu sais quoi, on a des idées, on va les mettre en prod, on va voir comment ça réagit, parce qu'on est capable de revenir en arrière assez facilement, et l'apprentissage qu'on obtient de la prod est excellent. Move Fast and Break Things. D'accord ? Et donc, ce client-là, il est passé de proof of concept à move fast and break things sur le même sujet. D'accord ? Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il va probablement passer au procédé SLA, à un moment dans l'histoire, et il va dire « Attends, moi j'attends que ça marche, comment ça, c'était tombé en panne vendredi, etc. etc. » Et c'est pour ça que les experts disent « Non, on ne va pas prendre un proof of concept pour le mettre en production. » Toi, client, tu es en train de mixer deux procédés et c'est plus qu'une erreur de goût, ça va te coûter ton projet. OK ? Un autre exemple beaucoup plus classique, on a une équipe qui a gagné un contrat en disant on est géniaux parce qu'on fait du code de meilleure qualité que les autres et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a une stratégie de détection et de retirer des défauts, d'élimination des erreurs. Et comment on fait ? On fait une revue de code. Et quand on fait une revue de code, on élimine 35% des bugs. On les tue dans l'œuf. On les fait disparaître en relisant le code ensemble avant qu'ils soient manifestes à recette. Okay ? Et à un moment, ce projet, pour des raisons accidentelles ou pas, se met en retard. Et à un moment donné, quelqu'un émet la suggestion de dire vendredi, au lieu de faire la revue de code, on pourrait peut-être finir de coder la story numéro 7 et puis livrer quoi. Parce que si on fait la revue de code vendredi, on ne pourra pas le livrer en même temps vendredi. Et le product manager qui était dans les parages entend « Ah bon, j'entends que vous pourriez livrer, mais que vous faites des réunions. Non, changez ça, s'il vous plaît. » Et donc, à un moment donné, l'équipe prend un expédient. Expédient, c'est-à-dire un procédé qui aide une équipe à résoudre un problème dans un minimum de temps, de façon même spectaculaire, avec des moyens qui ne sont pas de l'état de l'art habituel. Okay ?
Et donc, elle renonce aux pratiques de revue de code et elle part dans une logique d'expédient. D'accord? Donc, en conséquence, son code se plante en recette, se plante en production, elle se retrouve avec des bugs, donc avec plus de travail à faire que de temps pour faire le travail, et donc elle est de plus en plus encline à prendre des expédients. Okay? Donc, c'est 3 exemples de conflits. Alors, les remèdes bah, à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est un conflit entre 2 idées. Alors là, j'ai simplifié entre 2 idées, mais ça pourrait être entre 3 ou 4 idées. À chaque fois qu'il y a un conflit d'idées, c'est simple, hein, c'est comme un plan aux échecs, quoi. Il va falloir discuter les idées, les variantes, les possibilités. Donc là, par exemple, une variante aurait été que l'auteur de MEC se dise « Bon, bah, je vais prendre mon courage demain, je vais aller voir mes 15 utilisateurs, je vais leur dire « C'est quoi, j'ai changé le format, maintenant on peut mettre des espaces ou des tabs. Tu mettais que des tabs, bon bah cool. Mais de toute façon, moi j'enlève tab, je ne le reconnais plus. Voilà. Donc c'est de dire, je déprécie cette version et je vous fais évoluer. OK ? Je ne suis plus rétrocompatible. Une solution, c'est de dire non, non, non et non, ce POC ne peut pas aller en production, en tout cas pas dans les conditions de production d'habitude chez toi, donc ça ne marchera pas, on te le dit d'emblée, et nous, on ne va pas le faire. Donc ça, c'est un exemple vécu. Nous, on ne va pas faire ça. Okay. Résolution du conflit, on a pris une option. Il y a des tas d'autres solutions possibles, hein, c'est ce qui s'est passé dans ce contexte. Et dans le 3e cas, on pourrait dire, bon, bah, je sais pas, un manager ou un leader tech un peu solide dirait, non, attends, je comprends bien, vendredi, il y a une super opportunité, mais là, on va garder son calme et on va continuer leur vue de code parce que c'est ça qui nous a amené vers le succès jusqu'ici. Et donc, si on lâche ça, bah, on va commencer à tomber dans les problèmes. Donc il a négocié ça de cette manière. Il y a plein d'autres façons. On pourrait dire temporairement, on ne va pas faire de revue de code, et puis on recommencera à les faire, on en aura le double au sprint suivant. Mais... Okay. Donc finalement, ce que ça nous encourage à faire, cette nouvelle définition de la dette technique, c'est de dire, au fait, c'est quoi notre état de l'art? On prend une équipe, on dit, qu'est-ce qu'on a dans notre état de l'art? Qu'est-ce qu'on a comme procédés connus? On a des procédés très connus, on a des procédés à nous, on a des procédés plus ou moins privés. Donc ici, vous avez un état de l'art particulièrement, on va dire, en bonne santé, autant qu'on puisse en juger. Donc j'ai fait 4 cadrans, hein, parce que je suis consultant, donc je fais des cadrans. Donc il y a d'un côté, à gauche, les trucs en conflit, c'est-à-dire là, on n'est pas vraiment d'accord, en fait, hein. Il y a des gens qui disent bon, on devrait faire quick and dirty, d'autres qui disent non, on ne devrait jamais. Il y a un conflit intéressant, c'est quand on fait des tâches simples, on peut les estimer assez facilement, puis c'est assez fiable, on demande aux experts. Et donc là, puisqu'on fait ça, bah, vous allez me faire un projet agile au forfait, en entier. Donc là, il y a un conflit de contexte, hein, on est d'accord. Les estimations marchent bien sur les petits trucs, sur les projets agiles en entier, ça beaucoup moins bien. Et puis, il y a des choses en conflit, mais vous voyez, la verticale, c'est le niveau de visibilité. Est-ce qu'on en a parlé en équipe ou avec les stakeholders, avec les gens intéressés par le projet, ou bien est-ce que c'est encore latent, masqué? Un exemple qui m'est arrivé, c'est garbage in, garbage out, ça veut dire, moi, si les données en entrée ne sont pas conformes au modèle de données, je n'ai pas à gérer ces cas. Okay, c'est une heuristique qui vous permet de simplifier un problème. Vous n'avez pas à traiter toutes les données. Vous savez que vous aurez des données selon ce modèle-là, c'est la description qu'on vous a donnée. Vous simplifiez la solution. Et ça rentre en conflit avec un procédé que vous connaissez peut-être qui s'appelle Graceful Exit, qui signifie quand tu rencontres une condition particulière, tu devrais sortir de la manière la plus informative, gracieuse possible pour l'utilisateur. Et ces 2 procédés, à un moment, ils rentrent en conflit. Mais comme chaque développeur était sur sa partie, ils n'en ont pas parlé, et finalement, il y a une logique de garbage in, garbage out à un moment, qui s'applique sur une logique de graceful exit, et il y a un PO à la fin qui dit « mais je comprends pas, on a cette erreur, ok, mais c'est tout ce que j'ai, quoi, j'ai un numéro d'erreur, 4807, qu'est-ce que ça veut dire ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a les conflits, il y a des conflits sous-jacents, des conflits latents, des conflits dont on a parlé, il y a les sujets qui fâchent, bref, il y a toutes sortes de conflits dans nos heuristiques, ok? Mais celui-là, il est plutôt en bonne santé, on va dire, du point de vue d'aide technique au sens 2. Et là, vous avez un état de l'art en conflit. Donc déjà, il y a un gros conflit dont on a souvent parlé, dont on parle à chaque rétro. D'ailleurs, c'est il faut délivrer plus vite, mais il y a Scrum qui nous dit il faut inspect and adapt. Mais à chaque fois qu'on dit bon, on a inspecté, on va adapter, quelqu'un nous dit c'est bien, c'est cool ce que tu dis, mais là, on n'a pas le temps. Donc on a un conflit entre délivrer vite et inspecter ou adapter. D'accord ? Évidemment, les gourous du Scrum vous diraient « mais bien sûr, tu dois toujours adapter, comme ça, c'est comme ça, et seulement grâce à ça que tu vas plus vite ».
Mais je ne comprends pas parce que mon product manager me dit on irait plus vite si on n'adaptait pas. Et toi, tu me dis si on adapte, on ira plus vite. Des sources de conflit, on en a plein. User story, c'est ma préférée. User story, c'est je suis PO, je suis avec l'équipe, je leur explique les stories au tableau devant l'écran, mais la story, c'est un ticket, vous voyez? Et on a transformé ça en spec. On a l'habitude des specs. Je suis toujours PO, mais moi, je suis à Paris et mon équipe, elle est à Nantes. Et moi, je leur envoie des tickets sur Jira. Et quand ils ne comprennent pas, ils me renvoient des tickets de demande d'explication, parce qu'on peut chaîner les tickets ensemble, vous voyez? Et à la fin, on a des longues explications sur Jira. Et c'est cool. Ça marche aussi. Hein. Mais vous êtes d'accord qu'on a deux procédés en conflit. Le premier, c'est user story. Une user story n'est pas une spécification, parce que spécifier, ça veut dire préciser dans le détail. Si vous trouvez une user story détaillée, je ne sais pas ce que vous allez appeler détaillé. Et spec détaillé, spec fonctionnel détaillé, classique des classiques, pour ceux qui ont, comme moi, passé 45 ans. OK? Et donc, on avait les deux en conflit. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a adapté. On s'est dit, on va toujours faire des specs, parce qu'on ne se voit pas, hein, on ne travaille pas ensemble, hein, pas fou non plus, je ne vais pas passer mon temps avec les développeurs. Ils sont à Nantes, moi je suis à Paris. C'est comme ça. Et donc, moi, je leur écris les specs, mais j'aime bien écrire des tickets parce que c'est court en même temps. Vous voyez? On a réadapté deux conflits et on a la user story sur ticket. Qui utilise user story sur ticket? Ouais, un peu. Ouais. Alors, un conflit qu'on voit souvent avec des gens qui ont fait des petits projets dans leur coin et qui ont appris l'informatique comme ça, vous dites SRP. SRP, une classe fait une chose et la fait bien. Et j'ai un fichier par classe, d'accord? Et puis dans ma classe, il y a peu de méthodes, et chaque méthode fait peu de choses. Et elles le font bien. Et puis mon EDI, il a tellement de raccourcis que je peux avoir ce que je veux immédiatement. Et la personne qui a commencé à travailler comme ça sur des petits projets, elle vous dit « Ouais, mais ça fait plein de fichiers. » Et vous dites « Et alors ?» Ah oui, mais tous ces fichiers, là, c'est de la complexité. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir les choses à portée de vue. Ce qui est un autre principe qui s'appelle le principe de proximité. Et si vous avez commencé à programmer avant 1990, vous adorez le principe de proximité. Vous adorez avoir tout sur la même page. Et si vous faites un script pour débroussailler un problème, que ce script doit faire 5 lignes, mais qu'au final, il va en faire 25, vous êtes en plein dans le principe de proximité. Votre script fait la logique, les entrées-sorties, les calculs, tout. Okay? Et il tient en un seul fichier. Okay. Donc ici, dans mon cadran, c'est conflicting et also conflicting, c'est problématique. Il n'y a que des conflits, d'accord? Et ça va donner une solution dont plus tard on dira « Ouh, il y a de la dette technique dans cette solution ». Autrement dit, ce qu'il faut faire, c'est réexaminer votre état de l'art, déjà le manifester, le mettre sur les murs. Vous mettez vos stories, vous mettez votre Kanban sur le mur. Est-ce que votre état de l'art est sur les murs? Non. La plupart des procédés que vous utilisez sont discrets, vous n'en parlez pas. Et pour certains, en parler, ça fâche. Donc, vous identifiez les conflits et vous résolvez les conflits. Et là, j'admets avec vous, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, il y a encore une sous-présentation à cette présentation qui s'appelle 3 idées préconçues qui font que la dette technique continue. Et ces idées préconçues, elles sont à propos des conflits. La première idée préconçue, c'est conflit égale drame. Donc là, vous avez Matt et Brandon, ils se disputent à propos de TDD, parce que Matt a dit qu'il faut faire du TDD aussi sur la partie IHM, et Brandon pense qu'on peut faire plus rapidement, qu'on n'a pas besoin de se faire chier à faire TDD sur la partie IHM, on sera aussi fiable, plus rapide. Et Matt vient de lui demander s'il pensait qu'on était dans un projet professionnel, ou bien si on faisait du code à l'arrache dans un garage, et là, Brandon lui a dit « t'es un intégriste ». Et donc, ils viennent de se lever. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le drame. Eh bien, dans toutes mes discussions, je discute de TDD avec mes collègues depuis que je suis rentré chez Octo en 2005, et vous ne voudriez pas savoir combien de fois j'ai entendu le terme ayatollah ou intégriste. Et c'est ce que j'appelle du drame. Et oui, je suis un intégriste du TDD. Une autre règle, c'est absence de conflit égale sécurité. Et pourquoi je parle de sécurité? C'est super important, la sécurité. Dans une entreprise, que ce soit une start-up ou une grande entreprise, ma sécurité et ma sécurité émotionnelle comptent avant toute chose. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous dire « Ah, t'es là pour apprendre, tu vas découvrir plein de choses, tu vas faire des projets kiffants. » Mais si je ne me sens pas en sécurité, je ne vais rien apprendre du tout. Je vais protéger mes fesses. Et je vais refaire mon CV. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, entrer en conflit en disant « est-ce qu'on devrait faire plutôt ça ou plutôt ça ?» Si ça ne me met pas en sécurité, ça ne maintient pas ma sécurité, je ne vais pas le faire. D'accord ? Et la troisième erreur, c'est que si on évite le conflit, ben on a une solution. Vous les reconnaissez ? C'est les bisounours. Enfin, ce n'est pas les vrais bisounours, mais c'est des gens qui sont contents d'être ensemble parce qu'ils font des solutions cool et qui marchent. Et que si chacun peut faire un peu ce qu'il veut dans le projet, parce que de toute façon, ils sont en mode, vous savez, ils ont une branche par story, et puis ils réconcilient vers la fin du mois. Puis ils ont nommé quelqu'un pour faire la réconciliation, comme ça ils évitent complètement le conflit. Et c'est cool, tu veux pas faire de test, c'est cool. Tu veux pas venir à la revue, c'est cool. Tout est cool. D'accord ? Le seul truc qui est pas cool, c'est le code dans 2 ans ou l'état de la solution en production, malheureusement. Ok, vous connaissez l'expression « je dis ça, je dis rien ». C'est une expression de bisounours. Je ne confonds pas. Alors, moi je remercie... j'ai un remerciement à faire à Rémi, parce qu'on parlait de cette discussion sur les conflits, et il m'a dit « ouais, mais le terme conflit, moi, il me gêne un peu, et je préfère parler de tension ». Et donc ça m'a amené à réfléchir plus sur ce que j'appelle un conflit, et est-ce que j'aime les conflits? Est-ce que je suis un ninja du code? C'est peut-être ça, un ninja codeur, un gars qui est prêt avec les conflits, avec le sabre? Non. Je fais une distinction entre les conflits d'idées. Alors les conflits d'idées, c'est imaginer, on va imprimer un tract et on va le mettre sur tous les murs. Il nous faut une imprimante, ok? Et quelqu'un me dit, non, on va faire un email et on va envoyer l'email, ça sera beaucoup plus écologique. Il y a un conflit d'idées là, d'accord? Il y a 2 idées qui sont en conflit. Un conflit de ressources, alors là, on l'a tous. Il n'y a qu'une imprimante et il lui faut du papier, d'accord? Et puis elle pourrait manquer d'encre. Ok, donc il y aura des conflits de ressources. Et un conflit de personnes, c'est comme si j'allais à l'imprimante, c'est marrant, hein, à chaque fois que j'ai un truc important à imprimer, tu as aussi un truc important à imprimer. On dirait presque que tu le fais exprès. Ça, c'est un conflit de personnes. D'accord ? Donc, les conflits d'idées sont indispensables. Si vous voulez une solution d'ingénieur qui marche, vous allez avoir des conflits d'idées. Sinon, je ne sais pas quel projet vous êtes en train de faire. S'il n'y a pas de conflit d'idées dans votre projet, pourquoi faites-vous votre projet ? Les conflits de ressources sont inévitables. Si vous connaissez un projet, vous avez plus de ressources que nécessaire, bah appelez-moi déjà. Mais non, des ressources limitées. Et les conflits de personnes sont ni indispensables, ni inévitables, ils sont idiots. C'est du drame. Alors, les raisons pour lesquelles on se lance dans des conflits de personnes ne sont pas idiots, on a des raisons profondes de le faire, mais c'est ceux qu'on veut éviter quand on dit « Ah non, pas de conflit », on est d'accord ? Et donc, je voudrais amener à Rémi pourquoi je parle de conflit et pas de tension, comme il l'avait suggéré, c'est que je pense qu'il y a des degrés dans le conflit. Il y a d'abord l'indifférence. Vous voyez ce raci en haut, là, c'est le raci du Seigneur des Anneaux, mais c'est pareil. Si vous définissez un raci, chacun a son rôle, donc il n'y a pas de conflit, quoi. Bah, probablement que machin, il va voir le truc, et puis on verra, quoi. Il n'y a pas de conflit. Une tension, c'est une menace de conflit. C'est pas tout à fait le conflit. Ouais, par exemple, dans le design, il y a des tensions. Ou dans une partie d'échecs, au milieu de partie, normalement, il y a des tensions. Il y a des choses possibles, d'accord ? Mais il n'y a pas encore le conflit. Je parle d'un conflit quand il y a exclusion mutuelle. On doit prendre une solution ou l'autre, d'accord ? On prend un ORM ou bien on fait autre chose, ok ? Mais si on commence à faire les deux, ça ne va pas marcher. C'est dans le sens où vous ne faites pas un demi-pont, vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites complètement un pont ou vous faites autre chose, mais vous ne faites pas un demi-pont. Et l'harmonie, c'est quand les procédés, et je donne un exemple, les procédés heuristiques dans la méthode Extreme Programming se supportent les uns les autres. Par exemple, client sur site et user story. Ça marche super bien ensemble, ça. Si vous enlevez l'un, ça ne marche plus. OK. Des outils de résolution de conflits, il y en a plein, en fait. Peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous le savez, mais votre sprint planning est un outil de résolution de conflits. Votre revue de sprint également. Quand vous faites une tie box, vous êtes en mob, vous dites, ouais, il me reste 3 minutes, c'est ça? Vous dites, on pourrait essayer ça, on ne sait pas. Non, vous dites, on va se donner 20 minutes et on va voir ce qu'on a. Vous time-boxez le problème, ok? Vous avez plein d'outils de résolution de conflits, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le but de ce talk, c'est de vous inciter à réagir à une situation de dette technique comme à une situation de conflit et à vous intéresser à quels sont ces conflits en présence. Et bien sûr, vous pouvez aussi, si vous avez un rôle de manager, de tech lead, vous pouvez aussi créer des environnements, des espaces d'équipe dans lesquels on résout plus facilement les conflits. Vous avez quelques exemples d'outils qui permettent de résoudre des conflits bien plus rapidement en évitant les conflits de personnes. Okay ? Et enfin, ma dernière recommandation, lisez des livres et lisez ces livres.
parce qu'ils sont intéressants. Et j'en ai fini avec ma présentation. Merci. D'accord. Avez-vous des questions le temps que les autres nous rejoignent ici? Ou des réactions? En dehors de la perplexité, je veux dire. Oui. On a quand même des outils d'analyse de code qui nous disent tête, technique, 6 jours, en gros, des codes semaines, des choses comme ça, des bonnes pratiques de code. Est-ce que ça reste des tests techniques ou plutôt de l'amélioration continue? Est-ce qu'on pourrait peut-être changer le terme, amélioration continue Donc, ta question, c'est, on a des outils d'analyse qui nous permettent de dénicher des codes SMEL et de qualifier une dette technique, on va dire ça, et de chiffrer à 6 jours, etc. Alors, la question, c'est un peu, est-ce que je considère ça comme un avantage d'avoir ça, ou est-ce que ça répond à la problématique de la dette technique? Je pense que si ça vous pointe un endroit du code que vous n'aviez pas vu, et que vous vous dites, tiens, c'est intéressant, il a détecté ça, mais moi je ne le vois pas, là vous avez de l'information nouvelle. Mais par exemple, je vais prendre les outils de couverture de test. Dans une équipe, les gens savent déjà quelle est la part du code qui n'est pas testée. Hein. C'est celle sur laquelle ils ne voient pas les tests quand ils parcourent le code. C'est facile. Hein. Le graphe de couverture de test, c'est un outil de manager. Hein. Alors voyons, dans le travail de cette équipe que je n'ai pas vu depuis 3 mois, dont je ne connais pas les artefacts, quels sont les modules qui manquent de tests? Et on pourrait utiliser l'outil comme ça, c'est-à-dire quels sont les modules qui ont des codes SMEL. Alors, je serais d'accord avec un usage de l'outil qui est cohérent, c'est-à-dire on prend l'outil, et puis on dit, il mesure un certain truc, et il le mesure. Ce qui est cool avec l'outil, c'est que comme il est un outil, il le mesure toujours de la même manière. Il ne change pas d'avis, lui. Il n'a pas de philosophie sur ce qu'il faut déterminer. Et donc, c'est bien parce que c'est un cadre homogène. Et ça, c'est cool. Et ça, je veux bien m'en servir. Par contre, si je commence à me dire, avant la fin du sprint, il faut que je remonte à 6 dans l'indication de l'outil, j'ai un nouveau problème. C'est-à-dire, j'ai un nouveau flux d'entrée dans ma to-do. Vous voyez ce que je veux dire? Et je devrais avoir qu'un flux d'entrée dans ma to-do. Des stories. OK? Parce que tout ce que je fais, je le fais au nom de stories. Mes tâches techniques sont au service des stories, et mes stories sont au service de la valeur pour le client. Et donc, quand je mets un nouvel outil qui mesure des trucs et que je me donne des incitations ou des objectifs par rapport à cet outil, c'est comme si j'avais mon compteur, là je suis en voiture, moi je veux aller en vacances, je veux aller à ma destination, en sécurité. Je regarde mon compteur quand ça m'est utile. Mais je ne regarde pas mon compteur pour essayer de faire 70 de moyenne. Tu vois. Et donc il y a une perversité des outils à cause de ça. On obtient ce qu'on mesure et ça c'est dangereux. Mais sinon l'outil en lui-même, moi je le prends. Si une équipe me dit, dans NetEther, on utilise cet outil, on regarde ça et on a des courbes intéressantes et des fois on a des indices de quelque chose qu'on devrait regarder de plus près, cool. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça. Okay. Une question quand même Ouais. sur la notion de conflit. Et ça, je pense que c'est une piste pour les réseaux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de conflits qui sont quand même majoritairement humains. Oui. Un exemple typique, c'était l'exemple où il y avait absence de conflit, ce qui finalement est un conflit, et ce qui fait qu'on ne va pas évoluer vers une solution qui est bonne. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que les réponses et les outils qu'on peut avoir sont des outils qui sont concrètement humains, et c'est quand même pas la spécialité de nos milieux. Absolument. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Donc, je reformule ta question. Tu fais remarquer que les conflits sont la plupart du temps humains, et ils sont entièrement humains en fait. Il y a très peu de conflits entre un programme et un autre programme. Et donc, ils sont entièrement humains, et du coup, effectivement, il nous faut nous intéresser un peu plus à des problématiques de communication et aux problèmes qu'on a quand on a des conflits, parce que les situations que je décris dans l'évitement de conflits sont bien sûr un problème. Un code SMEL est un problème. D'accord ? Quand ça sent mauvais dans votre cuisine, vous faites quelque chose. D'accord ? Quand le deuxième violon dans l'orchestre est faux, le chef d'orchestre interrompt l'orchestre et demande au deuxième violon de s'accorder. Okay ? Quand le chef d'équipe voit que le badge de 11h est retardé par le badge de 8h, il change les horaires. Quand le chef de projet voit qu'il y a de la dette technique, il dit « Ouh, je l'inscris et je vais gérer cette dette technique ».
autrement dit, ne gère pas le conflit présent qui est manifesté par le code SMEL ou les discussions entre les deux experts. Okay, donc il y a les aspects humains qu'il ne faut absolument pas sous-dimensionner, ils sont entièrement humains, c'est-à-dire je m'investis, ça fait 3 semaines que je suis dans cette équipe, et là je vais dire, excuse-moi, mais je pense que utiliser ce singleton de cette manière-là, ça ne fait pas du bien au projet. Et là, au lieu de me répondre, merci Christophe, c'est intéressant ton point de vue, on me dit, t'es nouveau dans le projet toi. Et boum, là on est passé au conflit de personnes, mais il n'a pas fallu une demi-seconde pour ça. Hein. On est passé dans le conflit de personnes. Pourquoi tu dis t'es nouveau dans le projet Qu'est-ce que tu sous-entends? Okay. Donc, ces outils-là sont des heuristiques qui permettent de créer des espaces d'équipe. Ça serait bien que ça s'étende à l'entreprise, parce qu'évidemment, l'équipe n'est pas toute seule dans l'entreprise. Les conflits, il y en a aussi au-dessus, à côté, en dessous, il ne faut pas vous imaginer. Mais permettre de créer des espaces dans lesquels on sait résoudre des conflits rapidement. Par exemple, on prend les corps protocoles, on fait decider, on vote, on peut demander de l'aide, on prend la communication non violente, on va dire quand tu me dis t'es nouveau dans l'équipe, je me sens inquiet, un peu honteux, et je ne sais pas quoi répondre. Quand je fais ça, je suis bien plus efficace à résoudre notre conflit de problèmes de singleton qu'en faisant n'importe quoi d'autre. Ou ce que j'aurais fait il y a 15 ans, je sais, je vais écrire un mémo à propos des singletons et je vais l'envoyer vers 18 h vendredi à l'équipe. Et comme ça, elle le lira le week-end et elle comprendra ce que c'est que cette erreur. Et lundi, ils diront « Excuse-nous, Christophe, on s'était largement trompé sur le singleton. » C'est complètement... ouais, il faut passer à ça. Et tout le monde le dit. Hein, la dette technique, c'est pas de la dette. Vous empruntez pas, vous devez rien à personne, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de rien. Et c'est pas technique. Voilà. Je pense que les gens arrivent pour le mot de la fin avant la bière, et donc je serais ravi de discuter de ce sujet pendant des heures, parce qu'il me passionne. Voilà. Merci pour vos questions et votre attention.